Bonjour, dans cette présentation, j'aimerais vous parler des notions économiques qui sont importantes pour comprendre le droit international économique. Nous allons surtout parler d'une terminologie que vous allez souvent revoir et dont je pense donc qu'elle est importante à comprendre. Ce n'est pas un cours d'économie approfondi. Et notamment pour ceux d'entre vous qui ont de bonnes connaissances en économie, notamment économie internationale, ça pourrait être une simple répétition. Pour les autres, j'espère que vous apprenez l'essentiel pour comprendre ce domaine. Alors, comme toujours, cette terminologie est aussi utilisée et expliquée à la fois dans mon précis, que certains d'entre vous connaissent déjà, et en anglais, vous trouvez la même terminologie utilisée dans l'ouvrage international que vous voyez ici. Alors, quand on parle de l'économie internationale, souvent en catégories. D'un côté, on parle des échanges internationaux. Et dans ces échanges, comportent à la fois le commerce, c'est notamment le commerce des biens et des marchandises, qui a la plus longue tradition. Et dans la presse, par exemple, très souvent, c'est un secteur qui est surreprésenté. Il y a même des gens qui parlent du commerce et ne parlent que aux marchandises, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout justifié, notamment dans des économies modernes comme la Suisse, où l'importance du commerce des services est particulièrement importante. Alors, c'est clair, c'est plus difficile à s'imaginer et à comprendre pour beaucoup. Mais en Suisse, les services financiers, alors par exemple les prestations pour lesquelles des consommateurs étrangers payent parce qu'ils ont un compte en banque en Suisse ou parce qu'ils utilisent les conseils financiers d'entreprises en Suisse, mais aussi des services liés, par exemple l'utilisation d'avocats suisses ou d'études d'avocats suisses. Tout cela constitue un commerce de services. Aussi le tourisme, bien sûr. Quand des étrangers viennent en Suisse, il s'agit d'un commerce de services. Nous allons voir plus tard comment c'est réglé et comment on essaye de tenir compte de ces particularités. Dans certains documents, et parfois on trouve ici encore le terme d'opération invisible, ce qui date notamment d'une période quand le commerce de services était moins important. Et on voulait tenir compte de cette particularité que peut-être on n'est pas toujours conscient de son importance parce que c'est invisible. On voit parfois le résultat, mais même le résultat, si vous avez obtenu par exemple des bons conseils financiers par une banque étrangère, sont peut-être visibles sur le compte bancaire de la personne, mais beaucoup moins de manière générale. Pour la Suisse, il faut aussi toujours mentionner le commerce de matières premières, le commerce de l'or, etc., qui est aussi souvent pas visible parce que ces produits ne passent souvent même pas par la Suisse. Le commerce international de certaines matières premières, de métaux précieux par exemple, en dehors de l'or, passe souvent pas par la Suisse, mais entre des producteurs et des entreprises qui ont besoin de ces métaux précieux à l'étranger. C'est peut-être une mine en Afrique du Sud et un producteur de téléphones portables en Chine, mais la vente des produits a été organisée par une entreprise en Suisse. Donc là, nous sommes dans le domaine des échanges internationaux, commerce de services. Ça, c'est les produits, finalement, ce que l'économie produit. C'est ou des biens ou des services. Comment est-ce que ces produits? Nous avons besoin de facteurs, des facteurs de production, comme on dit aussi. Et la question difficile, c'est souvent l'allocation des facteurs. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour construire une entreprise? Où est-ce qu'on trouve le savoir-faire pour commencer à produire des vaccins? Où est-ce qu'on trouve les spécialistes, les travailleurs qui sont capables de bien gérer une banque, etc., etc. Raison pour laquelle le droit international économique s'occupe à la fois du droit des investissements internationaux, c'est toujours ce qui nous intéresse ici, les capitaux
qui sont peut-être présents à l'étranger et dont on a besoin dans un pays en voie de développement. Et dans ce domaine du droit des investissements, on distingue normalement entre investissements directs, qui sont ces investissements où l'investisseur, le propriétaire des fonds, l'entreprise normalement qui gère ces fonds, contrôle ou exerce un certain contrôle sur ce qu'elle achète. Alors c'est normalement donc l'achat de certaines entreprises, de certains groupes d'entreprises, et au début de ces transactions des investissements directs se trouve effectivement souvent soit la construction d'une nouvelle entreprise, d'un établissement, par exemple la construction d'une entreprise qui va manufacturer, qui va produire des voitures, ou encore l'achat d'une entreprise existante, une banque suisse qui reprend une banque américaine. Ce sont normalement des investissements directs. Et on distingue souvent les investissements de portefeuille, où on n'exerce pas vraiment un contrôle. C'est normalement quand vous et moi achetons peut-être quelques actions de Coca-Cola, une entreprise américaine. Alors même si j'achète une douzaine d'actions de Coca-Cola, je participe au destin de cette entreprise. Si elle paye des dividendes, je peux en profiter. Si elle n'en paye pas, ou encore pire, si elle fait faillite, je peux perdre de l'argent, mais je ne contrôle pas l'entreprise. C'est aussi important pour l'économie internationale, très important, mais il nous faut d'autres règles que pour les investissements directs, et donc on parle ici d'investissement de portefeuille. Pour les investissements directs, on va en reparler bien sûr quand nous parlons des investissements, on utilise souvent le terme FDI, qui vient de l'anglais Foreign Direct Investment, FDI. C'est une abréviation qu'on trouve même dans la presse spécialisée. Alors il y a d'autres facteurs que le capital, c'est notamment la technologie, le savoir-faire, protégé normalement par des brevets, ou encore d'autres catégories de propriété intellectuelle. Et c'est donc aussi quelque chose que nous allons voir. Et puis le facteur travail. Par toute la migration, le fait que beaucoup de travailleurs travaillent à l'étranger, il nous faut un cadre légal qui le permet et qui le règle. Et ça va loin, c'est à la fois des règles particulières pour des expats en Suisse. Est-ce qu'on leur accorde par exemple certains privilèges fiscaux pour les attirer, pour rendre la Suisse intéressante pour ces spécialistes hautement qualifiés, jusqu'aux droits de l'homme. Si vous pensez dans certains pays, il y a beaucoup de travailleurs étrangers, notamment des femmes, qui travaillent dans les ménages, qui souvent ne sont pas bien traités. Il nous faut donc peut-être une protection particulière pour elles, et ça peut donc aussi faire partie du droit international économique dans une conception large. À cela, il faut ajouter les aspects monétaires, et nous allons en parler un peu plus tard. C'est notamment la question des réserves de devises, le taux de change, ce qui peut affecter l'économie. Prenons notre dernier exemple, qui est peut-être un exemple dont on parle moins. Prenons notre collègue des Philippines qui travaille à Dubaï dans un ménage. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Et normalement, son intérêt, c'est de gagner sa vie et de gagner peut-être un peu plus pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille dans son pays d'origine. Donc ça crée tout de suite des flux monétaires. Notre employé de ménage des Philippines à Dubaï envoie de l'argent aux Philippines. Et là, il y a des questions qui peuvent être importantes. Déjà, qu'est-ce qui coûte la transaction financière? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a peut-être des limites par mois? Combien on peut verser? Mais aussi le taux de change. Est-ce que ce qu'elle gagne à Dubaï
a une valeur importante aux Philippines, ou est-ce qu'il y a des fluctuations des taux de change qui font que tout à coup, d'un mois à l'autre, peut-être, suite à une crise financière, tout ce qu'elle envoie perd sa valeur ou une grande partie de sa valeur et ne vaut plus rien et fait peut-être qu'elle décide de devoir travailler ailleurs. Donc les taux de change, la stabilité monétaire, le fait que si des États doivent adopter des limitations dans ce domaine est d'une grande importance, à la fois pour notre employé de commerce, l'exemple que j'ai fait, mais évidemment aussi pour les entreprises. Si Novartis exporte une grande partie de ses médicaments contre le diabète aux États-Unis, le changement du taux de change du dollar américain ou des mesures que la Banque centrale américaine prendrait éventuellement pour stabiliser le cadre économique américain a des influences importantes pour l'économie globale et pour les acteurs économiques concernés. Alors, dans ce domaine, une des bases pour l'économie dans son ensemble, et donc aussi pour l'économie internationale, c'est l'existence de monnaie. On vient de voir que souvent le commerce international, voire les investissements internationaux, ne sont possibles parce qu'il existe la monnaie. Et donc c'est l'importance du système bancaire et financier pour l'économie dans son ensemble, et notamment des banques centrales ou des autorités nationales responsables qui doivent approvisionner les banques avec de l'argent, une certaine liquidité. Par exemple, si à un moment donné vous devez repayer vos dettes, et il y a des restrictions, ça peut causer des problèmes. Ou quand vous n'avez plus accès à vos comptes parce qu'ils sont gelés, ça peut causer des problèmes énormes. Donc ici, on parle souvent du rôle des banques centrales ou des banques nationales, de leur politique, qui est d'une importance particulière pour les entreprises multinationales et toute l'économie internationale dans son ensemble. Alors en Suisse, juste pour le rappeler, nous avons une telle banque nationale suisse qui a le monopole d'émission de billets de banque. Et donc, c'est ce que vous voyez. Mais évidemment, ce qu'on ne voit pas et dont on va aussi parler, tenir compte que les banques privées et des particuliers, notamment en accordant des lignes de crédit, jouent aussi un rôle important. Mais c'est la Banque nationale en grande partie, ensemble avec les autorités de surveillance, qui doivent aussi contrôler ce secteur bancaire. Donc la Banque nationale est un acteur important pour tout pays et notamment aussi pour la Suisse dans ce domaine. Pour l'Union européenne, c'est aussi une institution dont nous allons parler, il existe aujourd'hui un équivalent, ce qui n'a pas toujours été le cas. La Banque centrale européenne est devenue la Banque centrale de l'Union européenne dans son ensemble. Elle coexiste avec les banques centrales des États membres. Ça, c'est pas exclu. Si vous prenez par exemple les États-Unis, vous savez peut-être qu'il existe aussi la Banque nationale, the National Reserve, donc the Federal Reserve, au niveau étatique des États-Unis. Et puis, il y a des banques dans les États. Donc, c'est aussi un fédéralisme, une coopération de ces institutions. Et ça, on peut dire ça existe aussi au niveau de l'Union européenne. Et donc, la Banque centrale européenne ne gère pas seulement, contrairement à ce que certains pensent, l'euro comme la monnaie, la devise utilisée par certains pays membres de l'Union européenne, mais elle joue un rôle pour le système financier et la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble. Nous allons voir cela plus tard dans des cours spécialisés. Alors j'ai déjà parlé de l'importance du cours de change. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement le prix d'une monnaie, par exemple du franc suisse, en dollars. Raison pour laquelle souvent dans les nouvelles, même pour le grand public, on parle de la valeur dans la presse suisse essentiellement, on parle des taux de change de l'euro ou du dollar américain.
Alors, les devises, c'est des créances à l'étranger. Donc, la Banque nationale, pour, par exemple, influencer le taux de change du franc suisse, maintient parfois des réserves en argent étranger, en monnaie étrangère. Pour la Suisse, par exemple, qui doit souvent influencer pour que le prix du franc suisse ne soit pas trop élevé, une manière de le faire, mais la plus importante, c'est en achetant, par exemple, des devises américaines, et c'est pas seulement des dollars en tant que tels. Aujourd'hui, c'est souvent aussi des instruments de crédit, des bonds, des obligations, peut-être issus de l'État américain, raison pour laquelle donc les montants qu'une banque a en tant que devise peuvent être importants. Pour la Banque nationale suisse, par exemple, on critique parfois que peut-être il y a un grand risque qu'elle détient trop de telles obligations étrangères, de telles devises étrangères. Qu'est-ce qu'on fait si tout à coup ces devises étrangères perdent leur valeur? La plupart des pays ont un autre problème, qu'elle n'a pas assez de devises et qu'elle ne puisse plus intervenir sur le marché pour stabiliser sa propre monnaie. Prenons un autre exemple, l'Argentine il y a quelques années, ou le Venezuela aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas trop de confiance dans ces gouvernements. Ils ont peur que la monnaie nationale perde de valeur et qu'on ne peut plus rien acheter. Et donc, on essaye de se débarrasser de la monnaie nationale et on essaie plutôt d'acheter des dollars ou des devises dures d'autres États, ce qui fait que ces monnaies nationales perdent encore plus de valeur et la Banque nationale peut éventuellement intervenir si elle a encore des dollars américains ou des euros européens. Mais si au fur et à mesure elle n'en a plus de devises, elle ne peut plus intervenir et ça lui prend donc toute la possibilité d'intervenir sur les marchés. D'où vient toute l'importance de la gestion de devises et de la gestion du propre taux d'échange par les banques nationales et éventuellement d'autres institutions nationales dans ce domaine. Et l'importance qui en dérive pour les entreprises. Parce que c'est clair, si vous vendez vos produits à l'étranger et on veut vous payer par exemple dans la monnaie locale qui n'a plus de valeur, bah, peut-être vous y réfléchissez et vous dites non, mais ce marché s'est effondré, il n'y a plus de pouvoir d'achat, à la limite je vends encore contre des dollars ou des euros, mais que peut-être les consommateurs dans ce pays n'ont plus, ils n'en disposent plus, ou on ne leur permet pas de verser ces monnaies étrangères à l'étranger. Donc, ces consommateurs ne peuvent pas vous payer, même si elles le souhaitent. Et tout cela peut totalement déstabiliser non seulement le commerce et les investissements de certains acteurs, mais aussi de l'économie d'un pays, voire d'une région, voire de la planète dans son ensemble. Raison pour laquelle, par exemple en Suisse, nous parlons régulièrement aussi de la gestion de ces affaires de la Banque centrale américaine, parce que les États-Unis sont un marché et un acteur si important que toute déstabilisation aurait des répercussions aussi sur l'économie suisse. Alors, j'ai déjà parlé de l'importance des réserves monétaires, souvent détenues en devises. Voilà, c'est le terme qu'on utilise normalement. Si les réserves monétaires sont trop importantes, ça crée peut-être un certain risque, parce que si ces réserves monétaires perdent leur valeur, mais si on n'en a pas assez en tant que banque centrale, il n'y a plus de marge de manœuvre pour intervenir sur les marchés et éventuellement stabiliser sa propre monnaie. Un domaine dont nous allons aussi parler, qui est souvent traité à part, et moi je consacrerai aussi des présentations particulières à ce domaine, mais qui finalement
dont on doit finalement tenir compte dans tous les domaines, c'est le développement. Alors nous avons parlé des aspects réels, des échanges, à la fois de produits et de facteurs entre pays. Nous avons parlé des aspects monétaires. Mais vous avez déjà compris, ou vous savez bien sûr que là, il y a des grandes différences de développement entre les États et les régions qui participent à cette économie globale. Alors pour certains États, la croissance est absolument nécessaire pour améliorer le bien-être de leur population. Chez nous et dans le monde dans son ensemble, on parle souvent de quelle croissance parlons-nous? Est-ce que c'est une croissance qui mène à encore plus de destruction de la nature? Est-ce que nous détruisons notre planète? Ça, c'est un débat important et nous allons voir comment nous devrons essayer d'en tenir compte encore plus à l'avenir. En même temps, dans des pays très pauvres, une source importante de revenus, c'est la participation à cette économie globale. Prenons pour l'Europe, par exemple, le Kosovo, où il y a beaucoup de chômage, l'économie nationale n'est pas particulièrement forte, et on essaye donc d'investir pour que cette économie crée des emplois pour la population locale, et à la fois, le Kosovo participe à des accords internationaux pour permettre, par exemple, à ses ressortissants de travailler à l'étranger et de pouvoir envoyer de l'argent à leur famille à la maison. On peut peut-être promouvoir le tourisme dans un domaine pour avoir plus de revenus. Et donc, ce sont des questions de développement importantes. Il peut aussi avoir la question de l'utilisation des matières premières. Est-ce qu'elles sont épuisées d'une manière durable? Est-ce que la population locale est vraiment au bénéfice aussi des richesses qu'un pays a? Est-ce que le fait que les licences qui sont vendues pour l'exploitation de ces ressources sont vendues à un prix trop bas est négatif pour le développement d'un pays? Donc vous avez toutes ces questions. Dans certaines situations, on parle aussi de reconstruction, notamment après des guerres civiles, des catastrophes. Alors en Europe, par exemple, la reconstruction de l'économie de beaucoup de pays voisins, comme en Allemagne, en France, en Angleterre, est un exemple important. Ça peut aussi être la reconstruction de l'économie du Haïti, qui, suite à des catastrophes naturelles, se trouve dans un état très défavorable. Cela peut faire partie de mesures de droit économique qui sont prises pour faciliter la reconstruction d'une économie. On parle souvent donc dans ce domaine de pays en voie de développement, de pays riches, pour montrer ces différences et peut-être aussi pour clarifier quels intérêts sont présents et dont on devrait tenir compte. Et évidemment, ces intérêts peuvent être très différents. Et si on veut trouver des règles communes, ça peut rendre difficile la négociation. On parle aussi parfois de pays émergents, un terme que je n'ai pas mis ici, pour souvent caractériser des pays qui étaient des pays en voie de développement, qui connaissent une forte croissance, mais qui ont tout de même encore beaucoup des problèmes de pays en voie de développement, particulièrement dans les cas où peut-être une région a déjà eu une croissance plus importante qu'une autre. Prenons la Chine, vous y trouvez en même temps dans des villes comme Shanghai ou Chengdu ou encore surtout des villes à la côte, un niveau de vie et certaines personnes qui ont un style de vie qui va au-delà de ce que vous trouvez à Genève ou à Lausanne. Et en même temps, vous avez des parties du pays, il y a encore beaucoup de paysans, beaucoup de pauvreté. Et donc, il y a des différences aussi au sein des pays, desquels les gouvernements concernés, dans ce cas le gouvernement chinois, doit évidemment tenir compte quand il négocie des règles internationales, ce qui parfois mène à certaines incompréhensions entre négociateurs, mais aussi des critiques, parce qu'il y a toute cette diversité de situations au sein d'un même pays
notamment dans ces pays émergents. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup et à bientôt.